Il y a plus de 2000 ans, au cœur de la Chine impériale, un souverain tout-puissant tomba amoureux. Mais ce n'était ni de son impératrice, ni de ses concubines, ni de la moindre femme de sa cour. Son cœur battait pour un jeune commis de 19 ans, un fonctionnaire modeste, inconnu de tous, promis à une vie d'archives et de poussière. Ce qui choque aujourd'hui, c'est qu'en réalité, à l'époque des Han, cette situation n'avait rien d'exceptionnel. Dans une culture où la virilité s'exprimait par un contrôle absolu sur les femmes, où la descendance masculine était sacrée et où l'empereur était considéré comme le fils du ciel, les relations intimes avec de jeunes hommes existaient ouvertement au sommet du pouvoir. L'Empire avait même développé un système invisible mais redoutable. De beaux jeunes gens, dotés d'intelligence et de grâce, pouvaient gravir les échelons de la hiérarchie jusqu'au plus haut commandement militaire, simplement en séduisant le regard du Fils du ciel. C'était la mécanique la plus dangereuse de l'histoire politique antique. Gagner l'amour impérial signifiait vivre comme un dieu. Le perdre, c'était mourir comme un chien. Le héros de notre histoire, Dong Xian, allait incarner cette règle avec une intensité qui fit vaciller l'équilibre millénaire de la dynastie Han. Parti d'un bureau obscur, il allait devenir en 3 ans commandant suprême, accumuler des richesses rivalisant avec le trésor impérial, et se voir offrir l'honneur inimaginable d'une tombe construite à côté de celle de l'empereur, un privilège réservé aux épouses et aux héritiers. Tout commença un après-midi étouffant, lorsque l'empereur, âgé d'à peine 20 ans, entra dans les archives impériales pour consulter des rapports militaires. Le silence se fit, comme toujours, à son passage. Mais, au fond de la salle, un jeune scribe, penché sur son bureau, ne leva même pas les yeux. Concentré sur sa copie, il traçait des caractères avec une précision qui capta aussitôt l'attention impériale. Intrigué, le souverain engagea la conversation. À sa surprise, le jeune homme répondit d'une voix assurée, avec des détails précis et pertinents, sans flatterie excessive. Ce simple échange fut le début d'une série de visites quotidiennes. En 3 semaines, les rapports militaires servirent de prétexte à des conversations de plus en plus personnelles. Un matin, un ordre calligraphié sur soie tomba. « Présentez-vous pour service personnel auprès de Sa Majesté. » Ainsi, en une nuit, Dong Xian passa de l'anonymat à la proximité immédiate du trône. Très vite, il reçut le titre d'assistant impérial et un logement au cœur même du palais. À ce stade, permettez-moi, chers auditeurs, de vous inviter à soutenir notre travail. Si vous appréciez ces récits rares et ces plongées dans l'histoire, je vous invite, avec toute ma gratitude, à vous abonner à la chaîne Historien Silencieux, à laisser un commentaire et à aimer cette vidéo. Votre soutien nous permet de continuer à faire revivre ces histoires oubliées. Leur relation se transforma en une dépendance réciproque. L'empereur le consulta sur tout: stratégie militaire, gestion des famines, nominations administratives. La cour, habituée aux ascensions lentes et codifiées, observait avec stupeur ce jeune favori franchir en un an ce que d'autres mettaient une vie entière à atteindre. Lorsque Dong Xian reçut un titre de marquis pour avoir, disait-on, déjoué un complot de sorcellerie, le scandale devint public. Le souverain fit construire pour lui une résidence princière aux portes du palais, décorée de soieries réservées aux anciens empereurs et de joyaux surpassant les régalias. Mais c'est un geste intime, presque insignifiant en apparence, qui allait graver leur histoire dans la mémoire collective chinoise. Un après-midi d'été, l'empereur s'éveilla d'une sieste et trouva la tête de son amant posée sur la manche de sa robe de soie. Plutôt que de le réveiller, il coupa sa manche avec un poignard cérémoniel afin de lui laisser ce coussin improvisé.
Quand il se présenta plus tard en audience, la manche manquante suscita des questions. Le récit de cet acte de tendresse fit le tour de la cour. Le manchon coupé du Han Siu devint l'expression consacrée pour désigner l'amour entre hommes, survivant à des siècles de bouleversements. Pourtant, derrière ce symbole romantique se cachait une réalité politique explosive, car l'empereur, grisé par sa passion, n'hésitait plus à briser les codes de la succession et à imaginer un avenir où Dongxian hériterait du trône. À mesure que les mois passaient, l'ascension de Dongxian ne ressemblait plus à une simple faveur passagère. Il ne se contentait plus de participer aux repas privés ou d'accompagner l'empereur lors de ses promenades dans les jardins de jade. Désormais, il assistait aux réunions stratégiques, prenait place lors des audiences, et son avis influençait directement les décisions qui façonnaient l'Empire. Les ministres, vétérans de 3 règnes successifs, réalisaient que pour approcher l'empereur, il fallait d'abord gagner la bienveillance du jeune favori. Ce privilège unique s'accompagnait d'une accumulation de richesses qui défiait toute mesure. Des terres fertiles lui furent accordées, couvrant des vallées entières. Des monopoles sur la production de soie et de sel lui assuraient des revenus inépuisables. Des lingots d'or, des pierres précieuses et des armes cérémonielles affluaient dans ses coffres. Certains comptables de la cour murmuraient que sa fortune personnelle égalait presque celle du trésor impérial. Mais cette prospérité et cette influence reposaient sur un socle fragile, l'amour exclusif de l'empereur. Et cet amour, aussi puissant fût-il, soulevait des tempêtes au sein de la bureaucratie impériale. Les érudits confucéens s'inquiétaient d'un déséquilibre des forces. Les généraux, habitués à voir le pouvoir militaire confié à des hommes aguerris, redoutaient que des décisions stratégiques soient prises par quelqu'un qui n'avait jamais connu la poussière des champs de bataille. Le premier signe d'opposition ouverte vint d'un secrétaire du palais, qui osa critiquer publiquement la nomination de Dongxian à un poste militaire honorifique. L'empereur réagit avec une sévérité glaçante. Le fonctionnaire fut arrêté sous prétexte de corruption et mourut mystérieusement en prison. La leçon fut comprise immédiatement par tous. Peu après, un gouverneur de province refusa de mettre en place des exemptions fiscales destinées à enrichir la famille de Dongxian. Rappelé à la capitale, il disparut sans laisser de traces. Officiellement, il avait été envoyé sur un poste de frontière, mais personne ne sut jamais laquelle. Ces disparitions devinrent des avertissements silencieux, aussi efficaces qu'une exécution publique. Même le Premier ministre, fort de décennies de loyauté et d'une réputation impeccable, tenta de freiner cette ascension jugée dangereuse. Dans un mémoire subtil, il rappela l'histoire d'anciens favoris impériaux qui, après avoir atteint les sommets, avaient fini par mourir de faim ou sous le poignard d'une impératrice. L'allusion était claire. Mais l'empereur, furieux, accusa le Premier ministre de trahison. Confronté à un choix cruel, l'exécution publique qui ternirait l'honneur de sa famille, ou le suicide volontaire, l'homme choisit la lente agonie du jeune, enfermé dans ses appartements, jusqu'à devenir un spectre vivant, rappel sinistre du prix à payer pour s'opposer au pouvoir amoureux. À partir de là, le silence tomba sur la cour. Les débats politiques furent remplacés par une obéissance feinte. Les intrigues cessèrent d'être discutées dans les couloirs. L'empereur, isolé dans sa bulle, n'écoutait plus qu'une seule voix, celle de Dongxian. Cette absence totale de contrepoids ouvrit la voie à la décision la plus audacieuse et la plus périlleuse de toute la dynastie Han. En l'an 2 avant notre ère, un édit impérial, rédigé dans un langage que tous les lettrés reconnurent aussitôt, annonça que le jeune favori était destiné à guider les grandes affaires de l'Empire et à suivre ce qui est juste. Cette formule, presque identique à celle utilisée pour désigner un successeur officiel, fit frissonner la capitale. Dongxian devenait de facto l'héritier sans en porter le titre.
Ce geste brisait une tradition sacrée, vieille de plus de 4 siècles. La transmission du mandat du ciel à un héritier de sang impérial. Les réactions furent immédiates. Les gouverneurs provinciaux s'interrogèrent sur leur loyauté. Les royaumes tributaires envoyèrent des messagers pour comprendre cette rupture historique. Les généraux se demandèrent s'ils devaient obéir à la passion d'un homme ou aux lois immuables de l'Empire. Dans le même temps, les signes matériels de cette élévation se multiplièrent. La tombe de Dongxian fut planifiée pour être construite juste à côté de celle de l'empereur, avec une grandeur architecturale identique, symbole éternel d'union dans la mort. Sa sœur fut promue au rang de consort principal, son père anobli, son frère placé à la tête de commandements militaires stratégiques. La famille entière était transformée en dynastie parallèle. Aux yeux des observateurs les plus lucides, cette situation n'était pas seulement une faveur impériale, c'était une révolution silencieuse, un renversement du fondement même de la légitimité en Chine. Mais au moment où l'avenir semblait prêt à basculer, le destin allait frapper avec une brutalité inattendue. L'été de l'an 1 avant notre ère écrasa la capitale d'une chaleur suffocante. Les marbres du palais brûlaient sous le soleil, et même les lourdes tentures de soie ne suffisaient pas à retenir la moiteur. Le 24e jour du 8e mois, l'empereur, alors âgé de 25 ans, entra comme à l'accoutumée dans la salle d'audience pour la séance matinale. Mais à peine avait-il pris place sur le trône qu'il chancela. Les eunuques se précipitèrent, les ministres restèrent figés, et Dongxian, assise à ses côtés, vit son visage pâlir jusqu'à devenir presque translucide. Transporté d'urgence dans ses appartements privés, le souverain fut entouré des meilleurs médecins du palais. Il savait pourtant qu'aucun remède ne pouvait renverser l'issue. La maladie chronique qui l'affaiblissait depuis des années venait de franchir un point de non-retour. L'air lourd de la chambre se chargea de l'odeur des infusions médicinales, mêlée à celle de la peur. Dans un dernier sursaut de volonté, l'empereur demanda que tous les hauts dignitaires soient convoqués, ainsi que les scribes chargés de rédiger les décrets. Sa voix, faible mais ferme, formula des mots qui glacèrent chaque personne présente. Il désignait Dongxian comme héritier, reprenant la formule sacrée du transfert du mandat du ciel, celle qui ne s'adressait jusqu'alors qu'à un fils ou à un proche de sang impérial. Ce décret, rédigé devant témoins, scellait théoriquement la succession. Mais à peine le souffle impérial s'éteignit-il que le silence tomba, lourd, calculé. Personne ne s'inclina devant Dongxian. Personne ne prononça la formule de fidélité. Les ministres échangèrent des regards entendus. Ce qui avait été proclamé quelques instants auparavant serait traité comme un murmure délirant d'un mourant. La grande impératrice douairière, gardienne des traditions et stratège implacable, puis aussitôt les rênes. Elle fit saisir le sceau impérial, instrument de toute légitimité, et rappela en hâte un prince lointain, choisi pour régner sous la régence de son neveu. En quelques heures, l'ordre dynastique fut rétabli, comme si la crise n'avait jamais existé. Mais un problème demeurait, et pas des moindres. Dongxian vivait encore. Sa survie représentait un affront permanent à l'ordre rétabli. Tant qu'il respirait, il incarnait la preuve qu'un simple sujet avait failli s'asseoir sur le trône par la seule force d'un amour impérial. Les nouvelles autorités comprirent immédiatement que son existence même était un danger politique. Sa mort n'était pas une option parmi d'autres, c'était une nécessité. Jour 1. L'atmosphère au palais sembla, en apparence, inchangée. Dongxian conserva son titre de commandant suprême et suivit la routine des cérémonies de transition. Mais des détails subtils trahissaient un basculement. Les gardes réagissaient plus lentement à ses ordres, les repas arrivaient en retard. Les scribes affectés à son service étaient remplacés par de nouveaux visages.
Ces changements, anodins en surface, signalaient que son réseau d'alliés se réduisait à vue d'œil. Jour 2. Le régent l'invita à une réunion présentée comme purement administrative, destinée à faciliter le transfert des responsabilités militaires. Le ton était courtois, presque respectueux, mais chaque phrase était un coup près. Ces fonctions allaient me passer à des mains plus expérimentées pour assurer la stabilité de l'Empire. Dongxian comprit que l'armée, premier pilier de tout pouvoir, lui échappait déjà. Jour 3. L'attaque judiciaire commença. De nouvelles accusations furent prononcées avec une simplicité redoutable. Manquement au devoir d'assistance auprès de l'empereur défunt durant sa dernière maladie. L'accusation était absurde. Comment reprocher à celui qui ne quittait jamais la chambre impériale de ne pas avoir empêché la mort? Mais elle était inattaquable sur le plan légal. Dans la logique de la cour, elle suffisait à justifier l'élimination d'un homme devenu indésirable. Jour 4. La démolition de son univers s'accéléra. Son père perdit son titre ministériel et fut condamné à l'exil dans une province reculée. Son frère fut démis de ses commandements militaires. Sa sœur, jusque-là consort de haut rang, fut chassée des quartiers impériaux. Les domaines, les soieries, les métaux précieux accumulés en 4 ans furent saisis et versés au trésor. En une journée, la fortune colossale qui avait fait de lui l'égal des princes s'évapora. Jour 5. L'ultimatum final tomba, porté par des émissaires qui n'avaient pas besoin de hausser la voix pour faire sentir le poids de leur mission. Dongxian avait le choix. Une exécution publique qui vouerait sa famille au déshonneur éternel, ou un suicide discret qui préserverait un semblant de dignité. C'était, bien sûr, un choix illusoire. Il se retira dans ses appartements avec son épouse. Ensemble, ils choisirent la corde de soie blanche, symbole d'une mort sans effusion de sang. Ce soir-là, ils furent enterrés à la hâte, sans cérémonie, dans l'enceinte d'une prison pour éviter toute manifestation populaire. Quelques jours plus tard, sur ordre direct du régent, leurs corps furent exhumés pour confirmer leur décès, puis réinhumés dans un lieu encore plus obscur, ultime humiliation destinée à effacer jusqu'au souvenir de leur sépulture. Le message traversa l'Empire comme une onde froide. L'amour pouvait vous élever au-dessus de toute imagination, mais il ne survivait jamais à la disparition de la protection impériale. La machine du pouvoir traditionnel, patiente et implacable, reprenait toujours ses droits et le faisait avec une brutalité méthodique. Pourtant, ce que les nouveaux maîtres ignoraient, c'est qu'en voulant annihiler jusqu'à l'ombre de Dongxian, ils venaient de forger une légende immortelle. Ce que l'on croyait condamné à l'oubli allait, au contraire, se graver dans la mémoire collective avec plus de force encore. L'histoire du manchon coupé, née d'un geste intime entre deux hommes, allait traverser les siècles et défier tous les empires qui tenteraient de l'effacer. Car la répression, en Chine comme ailleurs, produit parfois l'effet inverse de celui recherché. Les poètes s'emparèrent de l'histoire, dissimulant dans leurs vers les détails qu'aucun historien officiel n'osait écrire. Les conteurs populaires la colportèrent dans les marchés, adaptant le récit aux sensibilités locales, mais conservant toujours le cœur du drame, un amour assez fort pour menacer la structure même du pouvoir. Les générations futures comprirent que ce n'était pas seulement une romance tragique, mais une démonstration éclatante que l'intime pouvait ébranler l'institutionnel. Ainsi, en 5 jours, l'homme qui avait presque régné sur 60 millions d'âmes fut réduit à un nom murmuré, à une image interdite, à une métaphore qui survivrait à toutes les dynasties. L'Empire croyait avoir tranché le fil de cette histoire. En réalité, il n'avait fait que la tresser dans la trame profonde de la culture chinoise, là où même le ciel ne pouvait plus l'arracher. Lorsque le corps de Dongxian
fut jeté dans une tombe anonyme, les régents pensaient avoir effacé son nom de la mémoire de l'Empire. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que les histoires qui définissent le pouvoir ne meurent jamais là où le pouvoir croit les enterrer. Dans les couloirs du palais, derrière les portes closes des bibliothèques impériales et jusque dans les places des villages les plus éloignés, l'histoire du favori déchu commença à circuler comme un murmure persistant. Les poètes furent les premiers à saisir la force symbolique de cette tragédie. Sous couvert de vers élégants et de métaphores florales, ils racontaient la beauté d'un geste simple, celui de couper une manche pour ne pas réveiller l'être aimé, tout en préservant l'essentiel, l'amour entre deux hommes. Dans une Chine où la censure pouvait faire disparaître un texte entier en une nuit, la poésie servait de refuge aux vérités interdites. Les anthologies officielles ignoraient ces poèmes, mais les copies manuscrites circulaient de main en main, portées par les lettrés, les étudiants et les marchands itinérants. Les conteurs populaires, quant à eux, adaptèrent l'histoire au goût de leur public. Dans certaines versions, Dongxian devenait un héros loyal qui mourait par fidélité. Dans d'autres, un jeune homme dont la beauté et la sagesse surpassaient celles des plus grands conseillers. Le nom de l'empereur changeait parfois, ou bien on déplaçait l'action dans un autre siècle pour contourner la vigilance des censeurs, mais le motif du manchon coupé restait immuable, comme une signature que tout auditeur reconnaissait. Le temps, loin d'effacer cette mémoire, l'enrichit. Lorsque la dynastie Tang s'éleva, près de 8 siècles après la mort de Dongxian, la Chine vivait un âge d'or culturel. La littérature, la peinture et la musique connaissaient un épanouissement sans précédent. Les érudits de l'époque, fascinés par les récits anciens, redécouvrirent l'histoire du manchon coupé dans des chroniques oubliées et décidèrent de la placer aux côtés des grandes légendes amoureuses de l'histoire impériale. Les peintres Tang représentèrent la scène de la Manche coupée sur des rouleaux de soie délicatement travaillés. On y voyait l'empereur, assis sur un tapis brodé, tirant doucement un poignard d'apparat pour libérer sa manche, tandis que Dongxian dormait paisiblement. Ces œuvres, bien que discrètes dans les collections officielles, circulaient dans les cercles privés et ornaient parfois les demeures de hauts fonctionnaires, signe que l'histoire, même tue, restait honorée dans certains milieux. La langue chinoise elle-même conserva l'expression duan xiu, manchon coupé, comme une métaphore claire pour décrire les relations entre hommes. Dans les textes littéraires et les discussions philosophiques, cette expression était utilisée avec naturel, comme si elle avait toujours fait partie du vocabulaire. Les lettrés l'employaient dans des débats sur l'amour, la loyauté ou la nature du désir humain. Même ceux qui, en public, condamnaient de telles relations s'autorisaient en privé à employer cette formule, preuve que la mémoire de Dongxian avait survécu à la condamnation politique. L'ironie atteignit son apogée. Le système impérial qui avait détruit Dongxian pour préserver l'ordre dynastique avait involontairement donné naissance à un symbole éternel, ancré si profondément dans la culture qu'aucune répression ne pouvait l'extirper. Les générations suivantes virent dans cette histoire non seulement un drame politique, mais aussi un rappel que l'amour pouvait, un instant, faire plier la rigidité des traditions. Au fil des siècles, la Chine connut l'ascension et la chute de nombreuses dynasties, Song, Yuan, Ming, Qing, chacune avec ses codes, ses intrigues et ses crises. Mais à travers ces bouleversements, la légende du manchon coupé continua de circuler. Dans les marchés des villes portuaires, les conteurs l'intégraient à des cycles narratifs où l'on enchaînait récits épiques et histoires romantiques. Dans les monastères, certains moines copistes, fascinés par l'aspect moral de la loyauté amoureuse, recopieraient le récit dans des marges discrètes, le préservant ainsi des destructions ordonnées par des autorités plus prudentes. Pendant la dynastie Ming,
Alors que la société connaissait un regain de conservatisme, l'histoire prit un ton plus allusif. Les dramaturges intégraient le symbole du manchon coupé dans des pièces où le public averti reconnaissait la référence, mais où aucun personnage ne portait le nom de Dongxian. Ces adaptations, jouées dans les jardins ou lors de festivals, permettaient de transmettre l'histoire tout en échappant à la censure directe. Au XIXe siècle, alors que la Chine entrait en contact plus intense avec les puissances occidentales, les missionnaires et voyageurs étrangers commencèrent à entendre parler de cette légende. Certains la consignèrent dans leurs journaux, souvent en la réduisant à une curiosité exotique. Mais dans les communautés chinoises, elle conservait sa charge émotionnelle et culturelle. Elle n'était pas seulement un récit ancien, mais un élément de l'identité collective. L'ère républicaine et le XXe siècle, avec ses bouleversements politiques et sociaux, ne firent pas disparaître le manchon coupé. Bien au contraire, dans un contexte où les mouvements intellectuels cherchaient à redéfinir la culture nationale, certains écrivains modernistes y virent un témoignage que la diversité des amours faisait partie intégrante de la civilisation chinoise. Des romans et des poèmes publiés dans les années 1920 et 1930 reprirent l'expression, la reliant à des histoires contemporaines, comme pour dire « ce qui est arrivé à Dongxian pourrait arriver encore aujourd'hui ». À partir de la fin du XXe siècle, avec la montée des mouvements pour les droits des personnes LGBTQ+, la figure de Dongxian et l'expression du Hanxiu furent revendiquées ouvertement comme un héritage culturel. Les militants soulignaient que, bien avant que l'Occident ne débatte publiquement de ces questions, la Chine possédait déjà ses propres récits attestant de la légitimité historique de ces relations. Aujourd'hui encore, dans les communautés sinophones, l'expression « manchon coupé » est comprise sans explication. Les étudiants en littérature la prennent comme un exemple classique de métaphore historique. Les peintres contemporains la réinterprètent sur des toiles modernes. Des séries télévisées, tout en restant prudentes vis-à-vis de la censure actuelle, glissent des références visuelles à la scène de la manche coupée, comme un clin d'œil discret aux spectateurs avertis. Ce qui frappe, c'est que cette mémoire a survécu non pas malgré la violence qui l'a frappée, mais à cause d'elle. Si Dongxian avait terminé sa vie comme un noble parmi d'autres, son nom aurait probablement sombré dans l'oubli. Mais sa chute brutale, la volonté délibérée de l'effacer et la tendresse d'un geste intime ont créé une combinaison que ni le temps, ni les régimes politiques, ni les bouleversements sociaux n'ont pu effacer. En fin de compte, l'homme qui avait failli devenir empereur n'a pas régné sur un trône, mais sur l'imaginaire. Il est devenu plus dangereux qu'un souverain déchu. Une idée, celle que l'amour, lorsqu'il croise la route du pouvoir, peut laisser une empreinte plus profonde que n'importe quelle réforme ou bataille. Les dynasties passent, les lois changent, mais un geste, couper une manche pour ne pas réveiller l'être aimé, reste gravé dans la mémoire des peuples. 2000 ans après que la soie impériale ait été tranchée sous la tête endormie de Dongxian, l'histoire du manchon coupé continue de résonner bien au-delà des frontières de la Chine. Ce qui fut d'abord un murmure dans les couloirs feutrés de la cité interdite est devenu un symbole connu dans les cercles littéraires, artistiques et militants, autant en Chine que dans la diaspora. Dans la Chine contemporaine, la mémoire de ce geste survit à travers la langue. Dire du Hanxiu évoque immédiatement, pour qui connaît la culture, l'amour entre deux hommes. Cette expression est parfois utilisée avec humour, parfois avec tendresse, et, dans certains contextes, comme une revendication identitaire. Bien que les discussions publiques sur l'homosexualité restent délicates dans certaines régions, cette référence historique donne aux conversations une profondeur culturelle qui dépasse le simple débat contemporain. Elle rappelle que de telles relations ne sont ni une importation moderne, ni un phénomène marginal,
mais une part ancienne et reconnue du tissu social chinois. Les chercheurs et universitaires, eux, ont redonné à cette histoire une place centrale dans l'étude des relations de pouvoir à travers l'histoire. Des colloques abordent désormais Dongxian comme un exemple de la manière dont le désir personnel peut remodeler la structure politique, parfois jusqu'au bord de l'effondrement. Les politologues y voient un cas d'école sur la fragilité des institutions lorsqu'elles reposent trop sur l'affection d'un seul homme. Les historiens de l'art, quant à eux, explorent comment l'iconographie du manchon coupé a évolué. Des rouleaux peints des Tang aux œuvres numériques actuelles, chaque époque a projeté ses propres valeurs et ses propres tensions dans cette image. Dans les communautés chinoises de l'étranger, la légende a trouvé une nouvelle vie. À San Francisco, Vancouver, Paris ou Sydney, des festivals culturels présentent la scène du manchon coupé dans des spectacles de danse ou de théâtre, souvent réinterprétés pour mettre en avant la diversité et la tolérance. Ces adaptations ne cherchent pas seulement à raconter une histoire ancienne, mais à en faire un outil de dialogue avec la société contemporaine. Elles soulignent qu'une civilisation capable d'intégrer cette mémoire dans sa tradition peut aussi l'utiliser pour réfléchir à son présent. La littérature moderne et contemporaine ne s'est pas privée de revisiter ce récit. Des romans historiques ont redonné chair aux protagonistes, décrivant avec minutie les intrigues du palais et la psychologie des personnages. D'autres auteurs ont choisi la transposition. Situer l'histoire dans un univers fictif ou dans un autre contexte culturel, tout en conservant le cœur du drame, l'ascension fulgurante d'un favori et sa chute brutale lorsque le pouvoir protecteur disparaît. Ces réinterprétations permettent au manchon coupé de parler à un public mondial, au-delà de la seule sphère sinophone. Dans le domaine artistique, les références au geste impérial sont devenues un motif récurrent dans des œuvres visuelles engagées. Des photographes recréent la scène en utilisant des symboles contemporains. La manche devient une veste en cuir, le poignard un objet du quotidien, l'empereur et son amant vêtus de tenues modernes, mais reliés par un regard identique à celui qui, jadis, fit naître la légende. Des peintres abstraits utilisent de la coupe de la manche comme métaphore de la rupture volontaire avec les contraintes sociales, transformant un acte d'amour intime en manifeste politique. Cette récupération artistique rejoint un constat sociologique. Le manchon coupé est devenu un pont entre mémoire et revendication. Pour les militants des droits LGBTQ+, il offre un contre-récit puissant à l'idée que l'homosexualité serait étrangère à la tradition chinoise. Montrer qu'un empereur, figure suprême de l'autorité, ait pu vivre publiquement un amour avec un autre homme, c'est rappeler que les définitions de la normalité ont varié selon les époques et les cultures. Mais cette histoire ne se limite pas à une question d'orientation sexuelle. Elle interroge plus largement le rapport entre l'affectif et le politique. Dans les cours du monde entier, de Rome à Versailles, de Delhi à Istanbul, les favoris et maîtresses ont souvent eu une influence considérable sur les décisions d'État. L'histoire de Dongxian illustre, de manière extrême, ce que peut produire l'absence de garde-fous institutionnels. Lorsque l'amour devient la clé du pouvoir, chaque battement de cœur peut faire vaciller un empire. Les leçons que l'on peut tirer de ce récit sont multiples. D'un point de vue politique, il rappelle que les structures de pouvoir doivent être solides face aux préférences personnelles des dirigeants. L'ascension fulgurante de Dongxian et la crise constitutionnelle qu'elle engendra montrent comment la concentration excessive de l'autorité dans les mains d'un seul peut menacer l'équilibre d'un État, surtout lorsque les mécanismes de succession sont fragiles. Sur le plan humain, cette histoire pose une question universelle. Jusqu'où est-on prêt à aller par amour ? L'empereur a coupé sa manche pour ne pas réveiller son amant, mais il a aussi coupé, symboliquement, les liens qui l'attachaient aux lois et aux traditions. Ce geste, à la fois tendre et dangereux,
incarne la dualité de l'amour dans les sphères de pouvoir, capable d'inspirer les plus beaux élans, mais aussi de précipiter les plus grands désastres. La réception internationale du Manchon coupé montre également comment un récit peut changer de sens selon le contexte. En Occident, l'histoire est souvent lue comme une romance tragique, un Roméo et Juliette impérial. En Chine, elle reste profondément liée à la réflexion sur la légitimité politique et la stabilité dynastique. Dans les milieux militants, elle devient un argument historique pour la reconnaissance de la diversité des amours. Dans les arts, elle est un prétexte à explorer les tensions entre liberté individuelle et contraintes sociales. Aujourd'hui, à l'ère numérique, le Manchon coupé circule aussi sur les réseaux sociaux, parfois réduit à une image, parfois raconté en fils narratifs détaillés. Des vidéos courtes recréent la scène avec des acteurs contemporains, mêlant humour et émotion. Des mèmes détournent la situation pour commenter l'actualité politique ou les relations de pouvoir dans le monde du travail. Ainsi, la légende s'adapte aux nouveaux supports tout en conservant son noyau symbolique. L'ultime ironie, c'est que le pouvoir qui a tenté d'effacer Dongxian a involontairement garanti sa survie. Si l'on avait permis aux favoris de se retirer discrètement après la mort de l'empereur, son nom se serait probablement dilué dans l'histoire. Mais en le détruisant de manière aussi spectaculaire, en faisant de sa chute un exemple, on a gravé son souvenir dans la conscience collective. 2 millénaires plus tard, le geste du Manchon coupé reste un exemple rare, où l'histoire personnelle et la grande histoire se rejoignent. Il rappelle que l'amour, même dans les lieux les plus contrôlés, conserve un pouvoir subversif. Il montre que certaines idées, portées par la mémoire populaire, peuvent survivre à toutes les tentatives de censure, à toutes les réécritures officielles, et même aux changements radicaux de régime. En refermant ce récit, on pourrait croire qu'il appartient au passé, figé dans les annales impériales. Mais il suffit de voir un peintre tracer, sur une toile contemporaine, une manche tombant doucement d'une épaule endormie, ou d'entendre un conteur, dans une rue animée de Pékin, prononcer ces 2 mots, Duanxiu, pour comprendre que Dongxian vit encore. Non pas dans les palais, mais dans les histoires que les peuples choisissent de garder vivantes. Et tant que ces histoires circuleront, aucun empereur, aucun régent, aucune censure ne pourra les tuer.